d'Escola, je vous remercie vraiment de nous recevoir dans ce lieu prestigieux du studio du Collège de France et de participer ainsi à nos conversations sous l'arbre sur le thème du jardin source de vie. Le thème du Festival des jardins cette année est Jardin source de vie et nous avons une conversation consacrée à ce sujet. Vous êtes un des grands intellectuels français, vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite au Collège de France, vous y avez enseigné jusqu'en 2019 et vous avez été en charge de la chaire d'anthropologie de la nature et vous avez également été professeur et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez été l'élève et le successeur de Claude Lévi-Strauss et vous avez longtemps séjourné en Amazonie, chez les Indiens Achuar, et votre pensée est à l'origine de ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on a déjà appelé, une véritable révolution intellectuelle. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai Les Lances du crépuscule, que vous avez publié en 1993 et qui raconte justement cette expérience chez les Indiens Achuar, aux confins du Pérou et de l'Équateur. Vous avez publié Par-delà nature et culture en 2005. Vous avez également beaucoup écrit sur le paysage et fait de nombreuses interventions sur ce sujet. En 2021, vous avez publié Les formes du visible, qui est une lecture renouvelée de toutes les images produites par les humains. Et vous vous intéressez dans cet ouvrage considérable à toutes les manières de rendre visible l'invisible. Alors avant de parler de jardin et de paysage, et notamment de cette expérience extraordinaire chez les Indiens Achuar, qui ont une relation tout à fait remarquable au jardin, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez souvent dit, sur le fait que la nature n'existe pas. Et en tout cas, le concept de nature, pour vous, n'est pas une notion universelle. Non, ça c'est un effet de mon séjour chez les Achuar précisément. Je suis philosophe de formation, vous l'avez dit, et donc j'ai appris au cours de mes études à quel point l'opposition entre nature et culture, nature et histoire, nature et art joue un rôle important dans la structuration de la métaphysique occidentale, de la pensée occidentale, du monde occidental en général. Et j'étais l'élève aussi de Claude Lévi-Strauss, vous l'avez dit, pour qui cette opposition joue un rôle. C'est une opposition dont il a toujours souligné qu'elle était méthodologique et non pas ontologique, hein, c'est-à-dire qu'elle ne caractérisait pas la substance du monde, mais c'était une opposition de méthode pour classer des propriétés du monde, disons. Mais elle joue un rôle important dans son œuvre, de sorte que lorsque je suis parti sur le terrain pour étudier, au fond, la façon dont une société de la Haute-Amazonie, qui avait accepté peu de temps auparavant les premiers contacts pacifiques et donc dont les systèmes techniques et symboliques avaient été très peu affectés par le monde extérieur, comment cette société socialisait la nature. C'est comme ça que je me présentais à moi-même, au fond, mon projet scientifique, ce qui voulait dire d'étudier les techniques au moyen desquelles les Achuar chassaient, cultivaient leurs jardins, pêchaient, recueillaient les plantes de collecte, etc. Et les conceptions qu'ils se faisaient de l'action qu'ils exerçaient sur la nature, justement. Et puis, au fil du temps, et après avoir commencé à comprendre la langue Achuar, parce que ça prenait un certain temps, j'ai passé beaucoup de temps au début avec ma compagne, Anne-Christine Taylor, à faire des choses un peu fastidieuses, précisément pour mesurer des jardins, c'est-à-dire des essarts de polyculture que les Achuar créent au milieu de la forêt, à faire des inventaires de plantes cultivées, des inventaires de plantes sauvages et des choses comme ça. Au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que pour les Achuar, au fond, les plantes et les animaux étaient, j'allais dire d'une façon générale, des esprits, c'est-à-dire qu'ils entraient en contact avec la dimension intérieure, dans certaines circonstances, des plantes et des animaux, pour influer sur eux.
Ça ne les empêchait pas de les manger, ça ne les empêchait pas de chasser les animaux avec lesquels on dialoguait pendant les rêves, ou les plantes cultivées avec lesquelles les femmes dialoguaient pendant les rêves. Mais néanmoins, il n'y avait pas une totalité extérieure aux Achuars qui regroupait l'ensemble des non-humains et vis-à-vis desquels les Achuars se trouvaient en position de maître et de possesseur, si je puis dire. C'était pour eux une extension de la société humaine, et ils entretenaient vis-à-vis des plantes et des animaux et vis-à-vis de ces êtres qu'ils considéraient comme des personnes, des rapports précisément sociaux de personne à personne. Personne, le terme que j'emploie pour désigner personne, et qui est en Achua eins, désigne tous les êtres qui sont pourvus d'une intériorité, c'est-à-dire tous les êtres avec lesquels on peut communiquer. Alors en première approximation, nous, on penserait que ce sont uniquement des humains, et en réalité, une grande partie des plantes et des animaux, pas tous, mais une grande partie en tout cas, sont dotés de cette faculté de communiquer, de signifier, et donc d'avoir une vie sociale du même type que celle que les humains. Et la vie quotidienne, au fond, pour les Achuars, c'est une vie d'interaction avec des humains qui sont très peu nombreux, puisque c'est une région du monde où la densité humaine est très faible. Autrement dit, c'est des gens qui vivaient en habitat dispersé. Lorsqu'on sortait d'une maison, on pouvait marcher pendant 2-3 jours sans rencontrer rien d'autre que des plantes et des animaux, précisément. Et donc, l'environnement social immédiat des Achuars, ce n'était pas d'autres humains, c'était des plantes et des animaux. Et ils étaient englobés à l'intérieur de cette sphère sociale. Et c'est ça qui m'a conduit à revenir sur mon éducation et à me dire que la nature telle que je l'avais conçue, telle que nous l'avions conçue en Europe, était quelque chose qui ici n'avait pas cours. Et au fil du temps, lorsque je suis revenu en France et que j'ai commencé à enseigner, j'ai consacré mon enseignement et mes recherches à essayer de mettre en évidence les formes diverses de continuité et de discontinuité que les humains perçoivent avec les autres qu'humains. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venu à considérer que la nature, non pas elle n'existe pas pour tout le monde, elle existe pour nous, puisqu'elle est une réalité sociale aussi fondamentale depuis quelques siècles. Elle continue à jouer un rôle critique, et d'ailleurs c'est un terme qu'on invoque à tout bout de champ dans la vie quotidienne et voire dans la vie politique, pour dire qu'il faut la protéger, qu'il ne faut pas la détruire, etc., etc. Donc elle continue à exister pour nous, occidentaux, pour nous les modernes. Je dirais que les modernes, c'est quoi? C'est les gens qui croient à l'existence de la nature, justement. Et en revanche, pour dans d'autres régions du monde, bien que cette idée de nature se soit progressivement exportée avec le colonialisme d'abord et ensuite la globalisation des échanges, elle n'a pas partout dominé, et donc ailleurs, on a d'autres conceptions, des façons de percevoir précisément des continuités ou des discontinuités entre les humains et les autres qu'humains. Pour donner un exemple, il y a toujours des continuités et des discontinuités, parce qu'il est évident que quand on regarde, j'ai la chance de vivre dans la banlieue de Paris, d'avoir une maison avec un jardin, et mon bureau est au fond du jardin, et donc tous les matins je vais m'installer dans mon bureau, et là il y a le rouge-gorge du jardin qui vient me saluer, et avec qui nous avons une sorte d'échange silencieux pendant quelques secondes. Il a l'air d'être content de me retrouver, je suis très content de le retrouver. Et donc là, cette espèce de rituel quotidien joue un rôle pour moi très, très important. Cette façon qu'on a en Europe de voir la nature comme une totalité extérieure aux humains, elle a ceci de particulier qu'elle m'est apparue comme absurde chez les Achuars, parce que les Achuars pensent exactement l'inverse, c'est-à-dire que pour eux,
la plupart des autres qu'humains ont une intériorité, une subjectivité, une conscience, une capacité de signifier, de communiquer, etc., qui les rapproche des humains. En revanche, chaque espèce a des caractéristiques physiques, notamment chez les animaux, ce qu'on pourrait appeler un éthogramme, qui les conduit, au fond, à vivre dans des mondes qui sont différents les uns des autres, parce que ce qu'ils perçoivent et actualisent de ces mondes est différent pour chaque espèce. Et c'est quelque chose qu'on peut observer tout autour de nous. Le monde du ver de terre n'est pas le monde de l'oiseau qui va venir le manger le matin pour son petit déjeuner. Il n'est pas le monde du poisson qui est à côté dans la mare ou à côté dans la rivière. Il n'est pas le monde, même au sein des oiseaux, le monde des aigles n'est pas le monde des oiseaux coureurs, etc., etc. Donc chaque espèce a des caractéristiques physiques, et ça vaut pour l'humanité, qui font qu'elle va actualiser une portion spécifique du vaste monde et se faire un monde à elle. Et donc la différence qu'il y a entre notre façon de voir les choses et la façon dont les Amérindiens, et pas simplement les Amérindiens, parce que c'est une façon de faire monde qu'on trouve ailleurs, dans bien d'autres régions du monde, que j'ai appelé en réactualisant un concept ancien que j'ai appelé l'animisme, elle a ceci de particulier qu'elle met l'accent sur la continuité morale, des intériorités entre humains et autres qu'humains, et elle fait au contraire, elle met au contraire l'accent sur les discontinuités physiques. Chaque espèce a une nature qui lui est propre. Nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire nous introduisons la discontinuité morale. Les humains sont particulièrement singularisés au sein de l'ensemble des êtres parce qu'ils ont une intériorité, justement. En revanche, ils ont des capacités physiques qui ne les différencient pas d'autres êtres autres qu'humains, voire d'êtres abiotiques, puisqu'ils sont composés des mêmes substances, des mêmes molécules, etc. Ils sont soumis aux mêmes lois de la physique, etc. Donc c'est deux façons de repérer des continuités, des discontinuités dans le monde. Et en tant qu'anthropologue, j'ai trouvé intéressant, plutôt que d'essayer de concevoir comment d'autres peuples vont socialiser la nature, vont projeter sur elle des catégories sociologiques, des symboles et des choses comme ça, d'essayer de comprendre comment, partout dans le monde, on a perçu des continuités et des discontinuités, mais qui étaient différentes des nôtres. Vous avez 4 modes ontologiques, si je me souviens bien, qui sont l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors j'ai commencé déjà en contrastant, au fond, ce qui m'avait frappé sur le terrain, c'est cette opposition entre ce que je percevais de la façon dont les Achuars construisaient leur monde, que j'ai appelé l'animisme, et dont je me suis aperçu par la suite qu'il était présent ailleurs, dans les populations autochtones du nord de l'Amérique du Nord, autour dans l'ère périarctique, notamment chez les populations parlant des langues esquimaux, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, en Mélanésie, dans certaines régions de Mélanésie, etc. Je vois ça comme un archipel animiste un peu partout autour du monde. Et le naturalisme, c'est cette façon de faire monde qui s'est progressivement constituée en Europe à partir, dans les textes, on le perçoit nettement à partir du XVIIe siècle. Et on en voit des traces auparavant dans les images, en particulier dès le XVe siècle, c'est-à-dire avec précisément cette emphase qui est mise dans les images sur la nécessité de dépeindre le caractère tout à fait singulier de l'intériorité humaine. Donc c'est peindre des portraits avec, en soulignant
le fait que chaque humain est singulier par la profondeur de son regard, de son expression, etc. C'est pas une espèce, c'est pas un type que l'on dépeint, comme c'est souvent le cas au Moyen Âge. C'est pas un clerc, c'est pas un architecte, c'est pas un berger, c'est pas un chasseur, c'est pas un noble. C'est tel individu à tel moment de sa vie. Et ça commence à être visible à partir du XVe siècle, en effet. Et puis une autre caractéristique que l'on voit dans les images du XVe siècle, c'est l'idée d'un monde organisé, structuré par le regard d'un observateur. C'est-à-dire, il ne s'agit plus d'assembler des symboles pour transmettre un message qui est généralement... Là, je fais référence évidemment à la plupart des images médiévales, un message d'édification chrétienne. Il s'agit de dépeindre des scènes dans lesquelles tous les éléments sont organisés à partir du regard de l'observateur, qui est un regard humain. Alors évidemment, la façon la plus exemplaire de mettre ceci en évidence, c'est dans la peinture de paysages et dans la construction de la perspective telle qu'elle se développe en Italie du Nord, mais ça peut se faire aussi d'une façon différente, avant même que les techniques de la perspective monofocale aient été maîtrisées dans les pays du Nord. On aboutit au même genre de résultat par l'accumulation des détails. On est dans un monde qui est plein parce que tout est là, la mouche est posée sur la table, le nuage est visible et indique qu'on est en telle saison, les oiseaux indiquent les mouvements de l'air et du vent et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose aussi de très manifeste et qu'on ne voyait pas auparavant dans la peinture médiévale. Donc à ce moment-là, les images viennent accoucher en quelque sorte, rendre visibles des choses qui n'étaient que tout le monde pouvait voir, mais qui n'étaient pas pertinentes au fond auparavant, et attirer l'attention sur un aspect du monde que j'ai appelé naturaliste, justement, et dans lequel nous sommes encore à bien des égards. Alors à côté de ça, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, des savants ont décrit en Australie des populations aborigènes avec des cosmologies et des systèmes sociaux qui ont beaucoup intrigué les Européens, qui lisaient ces monographies, y compris Durkheim, fondateur de la sociologie, Freud, qui s'en est inspiré avec beaucoup de liberté, disons, pour écrire un livre comme Totem et Tabou. En tout cas, c'était j'allais dire un exotisme, en tout cas une différence dans la façon de concevoir le monde et d'organiser ces subdivisions qui étaient très originales pour les Européens et qui étaient fondées sur l'idée que des humains et des autres qu'humains pouvaient former des classes d'êtres homogènes parce qu'ils partageaient des caractéristiques physiques et morales. Et c'était une idée très difficile à admettre et à concevoir pour les Européens parce que nous fondons la ressemblance depuis longtemps, peut-être même depuis Aristote, sur les ressemblances physiques. Et autrement dit, la ressemblance entre un humain et un kangourou, elle est difficile à percevoir parce qu'ils n'ont pas du tout le même type de corps et n'ont pas du tout le même type de comportement dans l'espace. En revanche, les aborigènes australiens conçoivent la ressemblance comme des ressemblances de propriétés assez générales, d'être plutôt vif ou plutôt lent, plutôt droit ou plutôt courbe, plutôt maigre ou plutôt corpulent, etc., etc. Et avec ces qualités assez générales, qui sont à la fois physiques et morales, c'est-à-dire qu'on peut être vif d'esprit ou plus lent d'esprit, de la même façon qu'on peut être rapide
ou plus lent dans sa démarche ou son comportement, ces ressemblances physiques et morales pouvaient couvrir un très grand nombre d'espèces végétales, et des questions de couleur aussi, et animales, et composaient des classes. Et ces classes avaient donc pour caractéristique de partager ces traits physiques et moraux qui étaient hérités d'une façon très particulière d'un prototype. Alors ce qu'on appelait longtemps le totem, et que dans la littérature ethnographique maintenant on appelle plutôt les êtres du rêve, ce sont des êtres dont on raconte les aventures qui ont surgi à la surface de la Terre, et qui ont eu toutes sortes d'aventures, qui ont connu des péripéties, qui se sont affrontés quelquefois, qui se sont aimés, qui ont fait la cuisine, qui ont fait des campements, etc., qui se comportaient donc comme des humains, mais dont on ne savait pas exactement quelles apparences ils avaient, et qu'on nommait du nom de ce qui semble être une espèce, en général une espèce animale. La plupart des noms de totems en Australie sont des noms d'animaux. Mais ce ne sont pas des noms d'animaux au sens caractéristique du terme, ce ne sont pas des taxons, comme on dirait en biologie. Ce sont des noms de qualité qui servent à désigner un animal. Autrement dit, les totems ont transmis, après toutes les péripéties que j'évoquais, ils ont disparu aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, mais ils ont laissé dans certains sites ce qu'on appelle dans la littérature ethnographique sur l'Australie des âmes enfants, c'est-à-dire ce sont des sortes de semences d'individuation, ce sont des petits êtres qui sont comme des homoncules ou des versions réduites d'eux-mêmes qui vont s'incorporer physiquement dans les êtres humains et autres qu'humains qui composent une classe totémique. Autrement dit, à chaque génération, les qualités du prototype vont s'actualiser dans des humains et des non-humains. Donc c'est une façon très très singulière de percevoir des continuités, qui sont des continuités morales et physiques entre humains et autres qu'humains, et des discontinuités entre des paquets d'humains et de non-humains qui ont des qualités physiques et morales différentes. Alors, l'Australie est évidemment exemplaire pour ce genre ça a été très très bien décrit, on continue encore, les ethnologues continuent, et de plus en plus maintenant les aborigènes australiens eux-mêmes continuent à parler de ces phénomènes, à les dépeindre aussi dans des peintures sur écorce et maintenant dans des grandes toiles peintes à l'acrylique. Mais ça existe aussi dans d'autres régions du monde, peut-être pas sous une forme aussi nette qu'en Australie, mais en tout cas selon des principes à peu près identiques. Et puis il y a une dernière formule qui est tout à fait caractéristique de notre passé à nous. J'évoquais tout à l'heure le contraste entre l'imagerie médiévale et l'imagerie du début du XVe siècle. La période médiévale européenne, et plus on remonte de l'Antiquité, est caractéristique d'une autre façon de voir les choses, qui est fondée sur l'idée que le monde est composé d'un très grand nombre d'éléments disparates, hétérogènes. Et pour que ce monde devienne concevable, gérable intellectuellement et dans la vie quotidienne, il faut pouvoir trouver des connexions entre ces éléments disparates. Et ces connexions prennent la forme de correspondances du type classique, le jour est à la nuit, comme l'homme est à la femme, comme le sec est à l'humide, comme le rouge est au noir, etc., qui sont des choses qu'on trouve pas partout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais dans certaines régions du monde, dans certaines traditions, que j'ai appelées analogistes. Pourquoi ? Parce que ces façons de voir les choses utilisent le raisonnement analogique que chacun d'entre nous et que tous les humains utilisent à tout moment, mais qui, dans le cadre de ces formations analogistes, est utilisé de manière systématique pour structurer le monde.
je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois notre passé, c'est aussi de très vastes régions du monde, c'est une grande partie de l'Asie, la partie de l'Asie qui n'est pas animiste et analogiste, c'est une grande partie de l'Afrique, c'est les hauts plateaux des Andes et du Mexique, etc., qui sont toutes fondées sur ces principes de correspondance entre des éléments disparates. Et là, évidemment, la continuité et la discontinuité prennent une forme différente, c'est-à-dire que le monde est un monde de discontinuité, est un monde discret, hein, où les éléments sont séparés les uns des autres, et il faut pouvoir ordonner ce monde et donc lui donner une continuité par la recherche de correspondance entre les éléments. Une bonne image de cela qui a été fondamentale pendant toute la période médiévale en Europe et qui s'est poursuivie quasiment jusqu'au XVIIIe siècle sous des formes plus souterraines, c'est l'idée de la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire l'idée que tous les éléments du monde sont structurés par des degrés de perfection le long d'une chaîne qui va jusqu'à la perfection absolue, qui est celle de Dieu, jusqu'aux êtres les moins parfaits. Et entre chaque élément, il y a une toute petite différence. Donc on a le sentiment d'une continuité, mais en réalité, c'est une continuité qui vient accumuler en somme des toutes petites différences qui, à mesure que l'on progresse le long de la chaîne, évidemment, sont de plus en plus accentuées. Donc cette idée de la hiérarchie des êtres est quelque chose d'assez classique que nous connaissons bien en Europe. C'est un héritage de notre passé analogiste, mais qui existe aussi dans d'autres régions du monde. Donc c'est ça les 4 grands modèles, qui sont des modèles, hein, parce que évidemment chaque incarnation, chaque façon de faire monde va accentuer tel ou tel aspect, parce qu'il y a aussi des hybridations entre des façons différentes de faire monde, mais ces 4 grands modèles qui permettent de concevoir que notre propre façon de faire monde, c'est-à-dire l'opposition entre la nature d'un côté et les humains sociaux de l'autre, n'est qu'un modèle parmi d'autres. Je voudrais maintenant qu'on parle du jardin chez les Hachoirs et de cette expérience extraordinaire qui a été la vôtre de découverte de la relation particulière qu'ils ont avec la forêt et ce macro-jardin que constitue la forêt et cette forêt que de loin on a tendance à considérer comme vierge et qu'il n'est pas du tout. Donc j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de cela, et étant entendu que leurs techniques de culture sont tout à fait extraordinaires. Alors, en effet, en Amazonie, on a domestiqué des plantes depuis 8000 ans. Certaines de ces plantes ont connu une destinée mondiale, comme le manioc, les arachides, la patate douce, par exemple. Et ça s'est fait progressivement, d'abord en entretenant certaines espèces sous couvert forestier, et puis à un certain moment, les Amérindiens ont utilisé une technique qui est utilisée tout autour de l'équateur, dans toute la ceinture intertropicale, qui est l'horticulture sur brûlis, et qui consiste à imiter le fonctionnement écologique de la forêt en captant ces possibilités au profit des humains. Pourquoi ? Parce que dans presque toute la ceinture intertropicale, et en particulier en Amazonie, les sols sont pauvres, sauf dans les régions volcaniques, c'est-à-dire là où les grands fleuves ont drainé des cendres et des alluvions volcaniques sur les terrasses. La plupart des sols sont des sols pauvres qui se dégradent très rapidement, et la forêt équatoriale a quelque chose d'étonnant, puisque cette apparente exubérance, elle est fondée sur un cycle fermé,
c'est-à-dire le fait que la litière végétale qui se dépose lorsque les plantes meurent sur le sol produit de l'humus qui permet à d'autres plantes de vivre. Et si l'on supprime ce cycle, c'est-à-dire si l'on défriche, la conjugaison de l'action des pluies et de l'insolation aboutit au lessivage des sols, et donc cette faible couche d'humus disparaît rapidement et quelquefois donne des terres stériles. C'est là la catastrophe de la déforestation amazonienne qui fait que certaines régions qui ont été déforestées comme ça sont devenues stériles ou ne sont plus utilisables maintenant pour l'agriculture industrielle qu'avec des quantités astronomiques d'intrants qui ont complètement transformé, évidemment, la nature des sols, qui coûtent cher à l'exploitation et qui, une fois qu'on arrête les intrants, de toute façon, aboutira à ces sols stériles que l'on connaît aussi en Europe. Et donc, pour capter les nutriments que font les Amérindiens, ils le coupent, mais dans des petites clairières, de façon à ce que la forêt puisse recoloniser les jardins. Ils brûlent la végétation qu'ils ont défrichée et ils plantent ou sèment dans une litière de cendres qui va capter les nutriments de la même façon que la forêt captait les nutriments dans l'humus pour se renouveler. Et puis ils vont planter de telle façon aussi que la structure de la végétation protège, elle ne le protège pas aussi bien que la forêt primaire, mais protège les sols avec des plantes qui sont assez élevées comme les papayers ou les palmiers, et puis des plantes de taille intermédiaire comme le manioc, et puis des plantes tapissantes comme les arachides ou la patate douce ou les ignames. Donc ils reproduisent d'une certaine façon le fonctionnement de la forêt. Ce n'est pas du tout délibéré, mais ils ont quand même conscience qu'il y a un rapport profond entre le jardin et la forêt parce que ce que les travaux d'ethnoécologie auxquels j'ai moi-même contribué dans ces dernières décennies ont montré, c'est que si l'on imagine ce processus qui se reproduit régulièrement d'ouverture de jardin dans lequel on va planter à la fois des plantes domestiquées, il y en a jusqu'à une cinquantaine d'espèces différentes, donc ces jardins sont un mélange de potager et de verger, avec de très nombreuses variétés, pour certains cas. Pour le manioc, l'inventaire général des variétés de manioc chez les Achuar, c'est plus d'une centaine de variétés, mais dans un jardin, on peut avoir jusqu'à 20 ou 25 variétés. Même chose pour la patate douce, même chose pour les bananes, etc. Et en sus de cela, les Amérindiens, les Achuar, mais aussi d'autres populations, vont transplanter des plantes sylvestres, qui sont soit des palmiers, soit des fruitiers, ou bien ils vont épargner ces plantes au moment du défrichement, ou bien lorsqu'elles sont amenées par des prédateurs du jardin, qui sont des petits rongeurs, des agoutis, des accouchis, ou des oiseaux, qui vont se nourrir dans le jardin et vont laisser des selles, vont déféquer dans le jardin et vont donc disséminer des graines des plantes sauvages qu'ils ont mangées. Les jardins comportent donc une très très grande diversité à la fois agrobiologique, mais biologique en général aussi, puisqu'il comporte jusqu'à aussi une quarantaine ou cinquantaine d'espèces sylvestres. Et lorsque les jardins sont abandonnés, au bout de 5 à 6 ans,
peut-être jusqu'à 8 ans, ça dépend de la fertilité du sol, la forêt va recoloniser le jardin et les espèces sylvestres vont survivre beaucoup plus que les espèces domestiquées qui vont disparaître assez rapidement. Et donc ça veut dire que chaque jardin, à l'abandon, chaque friche, est comme une sorte de conservatoire de plantes sylvestres créées par les humains. Et si on envisage ce phénomène se reproduisant au cours des millénaires, ça veut dire qu'une grande partie de la forêt amazonienne à l'heure actuelle est composée de plantes sauvages utiles aux humains du fait de ce processus. Autrement dit, la composition floristique de la forêt amazonienne est l'effet des pratiques culturales des humains. Et donc c'est un macro-jardin d'une certaine façon. Ce n'est pas un macro-jardin qui aurait été délibérément planté, c'est un macro-jardin qui résulte de l'action humaine. Et donc, je parlais tout à l'heure de la déforestation, non seulement la déforestation, effectivement, détruit les sols, qu'elle rend impropres, sauf investissement considérable en termes d'intrants à la culture, mais la déforestation, c'est aussi la destruction de milieux de vie qui ont été façonnés par les humains. Ça revient à détruire le bocage en Europe ou, disons, les systèmes qui ont été, au fil des siècles, créés par les activités agricoles des humains, en Europe de façon intentionnelle, mais là de façon non intentionnelle. Et donc c'est une dévastation, au fond, dramatique. Alors, comment est-ce que les Amérindiens conçoivent cela? Ils n'ont pas la conscience de semer intentionnellement des forêts, donc de créer des macro-jardins. Ce qu'ils disent, et ce que les Achuar disent, c'est que leurs jardins, à eux, se substituent au jardin des esprits. Autrement dit, la forêt est un jardin, un macro-jardin cultivé par des esprits. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Il y a d'autres populations en Amazonie qui disent avec très grande précision quelle race d'esprit va cultiver telle espèce d'arbre ou de plante. Et lorsque les Achuar créent un jardin, il ne s'agit pas d'une conquête de la civilisation sur la nature, il s'agit de substituer quelque chose qui est complètement culturel, évidemment, qui est un jardin, à quelque chose qui est pour eux complètement culturel aussi, qui est un jardin, mais fait par les esprits. Et lorsque la forêt regagne, ça veut dire tout simplement que le jardin des esprits vient se substituer au jardin des humains. Parce que les esprits sont des êtres susceptibles, donc il ne s'agit pas de détruire à jamais, en quelque sorte, leur jardin. Simplement, ils admettent qu'on en occupe une petite partie, que les humains en occupent une petite partie, à condition qu'ils leur rendent leur jardin pour que ces jardins soient cultivés selon leurs normes à eux. Donc, toute l'Amazonie, au fond, est un système jardinier, à la fois par les essarts que les Amérindiens y créent et par ces cycles très multimillénaires, en somme, de substitution d'un jardin des esprits par un jardin des humains. C'est quelque chose qui nous est familier parce que les jardins en Europe sont des jardins qui, dès l'origine, sont des jardins spirituels aussi, où la présence des divinités, des nymphes, et pendant toute la période médiévale, le jardin, l'Hortus conclusus, conçu comme un équivalent de la Vierge ou un équivalent de l'Église
ou un équivalent de l'âme humaine étaient des notions partagées, en tout cas dans les sociétés de cour et dans les sociétés parmi les moines et les moniales. Vous parlez dans un de vos ouvrages de jardin in visu et de jardin in situ. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Alors, ça c'est un livre que j'en ai parlé dans des cours et je suis en train d'écrire un livre qui malheureusement me prend beaucoup plus de temps que je ne prévoyais, sur le paysage. Et l'un des arguments de ce livre, c'est que le paysage est une forme de transfiguration, c'est-à-dire qu'il existe des paysages même dans des sociétés non paysagères, c'est-à-dire qui n'ont pas de représentation des sites et des lieux sous forme figurative, mais qui, en particulier dans leurs jardins, puisque les jardins sont une des formes de création du paysage depuis longtemps, qui dans leurs jardins opèrent des transfigurations, c'est-à-dire qui transforment un site comme en faisant un signe d'autre chose de ce qu'il est. Et le jardin de subsistance des Hatchoirs, c'est pas un jardin d'agrément, c'est un jardin qui est destiné à alimenter la maisonnée, mais par le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure, devient une transfiguration, puisqu'il va transfigurer quelque chose qui est le jardin des esprits en un jardin des humains, et va se retransfigurer ensuite par le biais de la recolonisation, de la végétation de recrue qui va le retransformer en ce qu'il était auparavant, avant que les humains s'en occupent. Alors pourquoi la différence in visu et in situ? C'est une distinction que je reprends à Alain Roger dans son livre sur le paysage. Lui parle d'artialisation. Alors le terme d'artialisation ne me paraît pas tout à fait approprié parce qu'il suppose une opposition entre une nature brute et une transformation par l'art au sens général du terme, c'est-à-dire à la fois les techniques et éventuellement une esthétisation. Or, ça suppose qu'il y ait une opposition nettement perçue entre la nature brute précisément et sa transformation culturelle, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc plutôt que de parler d'artialisation in visu, d'artialisation in situ, je préfère parler de transfiguration in visu, de transfiguration in situ. La transfiguration in situ, c'est proprement l'art du jardinage, c'est-à-dire c'est un site que l'on va transformer pour lui créer au fond, par l'assemblage que l'on fait dans un lieu qui en général est délimité. Une des caractéristiques du jardin, c'est qu'il est clos, même s'il n'est pas littéralement clos de murs, il est conceptuellement clos comme l'étaient les jardins du paradis, comme l'étaient les jardins médiévaux, comme le sont beaucoup de jardins, y compris les jardins anglais, dont on souligne la différence c'est le duc d'Harcourt, si mes souvenirs sont bons, qui dans son traité sur les jardins au XVIIIe siècle disait le français met des figures géométriques dans son jardin, l'anglais pose sa maison au milieu d'un pré. Mais cette grande tradition du landscape gardening britannique, elle suppose quand même une forme de clôture. C'était cette clôture que l'on mettait invisible, que l'on mettait tout autour du jardin sous forme d'un fossé, qu'on appelait le sceau du loup, ou bien les ha-ha, qui empêchaient les bêtes de divaguer et les cervidés de venir manger les plates-bandes. Autrement dit, il y avait une circonscription, mais qui était rendue invisible. Donc, bon, c'est une parenthèse, mais ça veut dire que cette idée de la circonscription, elle joue un rôle important. Donc, cette transfiguration in situ, elle est absolument caractéristique du jardin, pas simplement du jardin d'agrément, mais aussi des jardins de subsistance qu'on trouve
partout, dans toute la ceinture intertropicale en particulier, et qui sont construits selon les mécanismes que j'évoquais tout à l'heure. La transfiguration in visu, c'est le regard que l'on porte sur un morceau de pays et qui a été alimenté par l'expérience que l'on a de la représentation paysagère. Je vais raconter une anecdote à ce propos chez les Hatchoirs, après quelques mois passés dans un village, enfin un hameau, qui était vraiment les maisons, il y en avait très peu, elles étaient isolées les unes des autres dans des jardins, et on ne voyait jamais l'horizon. Et j'en ai souffert sans me rendre compte immédiatement de la raison, parce que j'étais habitué à des paysages plus ouverts, notamment des paysages dans lesquels on a une vue en surplomb, et de sorte que, après quelques mois dans ce village, avec ma compagne, nous sommes allés dans un autre village qui était au bord d'un grand fleuve. Et nous avons marché 2 jours, et là nous avons débarqué au bord de ce grand fleuve, sur une plage de galets, en attendant que les pirogues viennent nous chercher pour nous amener sur l'autre rive. Et là j'étais assis à côté d'un Hatchoir qui était devenu un ami, et qui tout d'un coup m'a dit quelque chose que j'ai interprété comme « c'est beau ». Et alors j'ai opiné, évidemment, parce que pour moi, j'étais absolument ravi. Je voyais enfin un vrai paysage, large, avec des plans distincts les uns des autres. Il y avait des bancs de sable, il y avait des aigrettes qui se promenaient sur ces bancs de sable. Il y avait surtout un immense ciel avec des nuages pommelés qui passaient en caravane. Et c'était quelque chose que je n'avais pas vu et qui m'avait beaucoup ému, parce que j'avais l'impression de me retrouver dans un monde familier qui était celui des paysages hollandais du XVIIe siècle, des marines. Et donc j'ai interprété ce qu'il m'a dit comme « c'est beau », alors qu'en réalité ce qu'il disait c'est bien. Le terme dans beaucoup de langues est très proche, et la signification en tout cas est flottante. Et il disait c'est bien parce qu'on avait eu deux jours de marche assez intenses, et qu'on allait être reçus dans l'autre village, on allait nous abreuver de bière de manioc et de viande de gibier, donc c'était bien. Et ce n'était pas du tout un jugement esthétique. Donc j'avais interprété ce jugement comme un jugement esthétique, parce que moi-même, je voyais quelque chose que lui ne voyait pas. Moi, je voyais un paysage tel que j'avais eu par mon éducation l'habitude de les contempler, et qui m'avait manqué pendant tous ces mois, et que tout d'un coup je découvrais avec ravissement. Donc c'est ça la transfiguration in visu, c'est la capacité à voir des paysages parce qu'on a eu l'œil éduqué par l'iconographie du paysage au fil du temps. Et donc, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, on ne voit pas le même paysage. Pas du tout. Les mêmes sensations. Vous parlez de figuration, vous parlez de transfiguration, et je pense qu'on pourrait aussi parler, et vous en parlez aussi, de défiguration. On est dans un monde qui court à sa perte d'une certaine manière, et vous avez vu cette formule extrêmement inquiétante qui, moi, m'a fait peur, qui est « je me suis réconciliée avec l'idée que les humains vont disparaître sous les coups de boutoir de leur voracité ». Dans les excès du capitalisme le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut imaginer tout de même avoir une issue face à toutes ces catastrophes que l'on voit se produire devant nous? Quelle vision avez-vous du futur face à ce monde incroyablement éprouvé? Ça dépend quel futur. Effectivement, quand je parlais de la disparition de l'espèce humaine, c'est qu'elle devient, pour des gens de ma génération qui ont été élevés dans le culte du progrès et de l'accumulation des richesses,
c'est inconcevable, la disparition de l'espèce humaine. Maintenant, elle devient de plus en plus possible, plausible. À quelle échelle de temps, nul ne saurait le dire, mais l'une des caractéristiques du réchauffement climatique, c'est qu'il surprend constamment, c'est-à-dire que son accélération est beaucoup plus grande que ce que l'on pensait auparavant, ses conséquences sont beaucoup plus amples, et on n'est pas à l'abri de ce qu'on pourrait appeler un tipping point, un point de bascule, qui vont accentuer des phénomènes déjà présents, au-delà bon, bien sûr au-delà de tout contrôle, puisque nous n'avons qu'un très faible contrôle sur le réchauffement climatique par le biais de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais donc la possibilité de la disparition de l'humanité, malheureusement, elle existe. J'en serais bien marri parce que malgré toutes les... C'est pas l'humanité en général, l'humanité, c'est pas les Achuars qui sont responsables du réchauffement climatique, c'est un certain système social et économique qui est responsable de cela. Et toutes les beautés que les humains ont apportées au monde disparaîtraient avec eux, et plus personne parmi les humains ne serait là pour pouvoir en jouir d'une certaine façon. Si tant est que les animaux puissent jouir d'un jardin, par exemple, d'une façon différente de la nôtre. Ce futur glaçant, il faut le penser, il faut l'imaginer, il faut penser que nous sommes... Il n'y a pas que les civilisations qui sont mortelles. La civilisation humaine est elle-même mortelle avec ceux qui la portent. Mais comment réagir à cela ? Je pense que, puisqu'on parle des jardins, d'abord la conscience de la beauté du monde est une chose importante. Je pense qu'une des choses les plus révoltantes qui soit dans le développement du capitalisme, c'est le fait que l'on condamne les pauvres à vivre dans la laideur. Alors, bien sûr, on essaye d'arranger ça à la marge, il y a des espaces verts, on met des balançoires, on peint des fleurs sur les bars et des choses comme ça. Mais globalement, ce ne sont pas des mondes où on peut s'épanouir, ce ne sont pas des mondes satisfaisants. C'est des mondes qui sont laids, qui sont pollués, qui sont bruyants. Et ça, c'est quelque chose d'impardonnable, au fond, de condamner une partie de l'humanité à vivre dans des conditions... et je ne parle pas de ces gigantesques bidonvilles à ciel ouvert que sont devenus les grandes mégapoles du sud global. Et donc la capacité à trouver du plaisir chaque jour dans l'interaction avec des autres qu'humains et de trouver du bonheur à la contemplation de la lune qui se lève derrière des arbres, de la chouette qui vient la saluer, de l'engoulevent, pour parler d'Amazonie, qui fait entendre ces trois notes mélancoliques. C'est des choses qui sont sans prix et qu'il faut à tout prix, dont il faut à tout prix s'efforcer de maintenir le goût et les conditions pour l'exercice de ce goût. Alors, à cela, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle le monde de la transition écologique, qui est une sorte d'escroquerie, au fond, parce que pour qu'il y ait transition, il faut qu'on ait une idée très claire de vers quoi on va, et là, ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de ralentir la course à l'abîme. Donc je suis en effet pessimiste, mais j'observe des formes de vie commune, de vie collective que je trouve intéressantes. J'ai déjà dit tout l'intérêt que je trouvais à des expériences
de vie communale comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou les autres ZAD, dans laquelle des gens qui ne sont pas initialement issus d'une culture paysanne retrouvent des façons de faire, des gestes, des manières de s'assembler et des techniques aussi qui sont fondées sur la solidarité entre les générations, entre les maisonnées, sur le partage des ressources, sur une vie communale, si je puis dire, et commune que je connais en tant qu'ethnologue, parce que j'y ai participé sur le terrain, et puis j'ai beaucoup lu sur ces expériences un peu partout autour du monde. J'ai bien conscience que les ZAD qui sont assez peu appréciés par nos gouvernants ne constituent pas une façon de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais plus ce genre d'expérience attirera l'attention, et c'est déjà le cas, c'est-à-dire que effectivement, dans une zone comme Notre-Dame-des-Landes, il y a 200 personnes, mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour participer à cette expérience, s'informer, trouver courage et bonheur à vivre un moment dans des conditions différentes de celles que le capitalisme post-industriel a imposé à la majorité des gens, et ça suscite au fond un élan qui peut inciter à réfléchir. L'autre façon d'agir, c'est d'agir sous la forme classique de la vie politique. C'est à l'évidence très difficile, puisque je vois bien en ce moment que l'écologie n'a pas le vent en poupe. Les hommes politiques qui parlent d'écologie punitive, on se demande comment ils seront considérés par mes arrière-petits-enfants qui vivront dans un monde qui n'aura plus aucun rapport avec celui que nous connaissons, qui sera un monde où il fera au moins 4 ou 5 degrés de plus que maintenant, où l'eau sera devenue un bien rare, où des centaines de millions de migrants climatiques vont se déplacer tout autour du monde. C'est un monde qui est difficile à imaginer, mais qui sera certainement beaucoup moins facile que le monde que nous connaissons avec son écologie punitive. Donc je pense qu'il faut pouvoir essayer de convaincre, et profiter de la beauté du monde tant qu'il y en est encore temps. À Chaumont-sur-Loire, nous sommes du côté d'une écologie positive. On cultive le goût du beau, l'émerveillement, de l'harmonie, évidemment. C'est un petit univers, mais je pense que c'est important qu'il y ait une multiplication d'expériences de ce type vis-à-vis des enfants, des adultes. Enfin, je pense que c'est tout à fait fondamental. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à nos conversations sous l'arbre. Je serais ravie de vous accueillir prochainement à Chaumont. Ça sera avec plaisir. Merci.